Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chezeville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Avant toute chose, avant de traiter le sujet que je souhaitais aborder aujourd'hui avec vous, quelques mots bien sûr de compassion à l'égard des habitants de Beyrouth. Beyrouth, cette belle cité méditerranéenne à laquelle nous rattachent tant de liens historiques et culturels. Cependant, ayant dit cela, il ne faut pas oublier que le Liban est un État qui n'existe pas. C'est un État qui, juste avant la catastrophe, était en banqueroute. C'est un État qui est gangréné par un mouvement terroriste nommé Hezbollah, soutenu et financé par l'Iran. C'est un État dans l'État, le Hezbollah au Liban, et que donc quand on dit Liban, on dit aussi et surtout Hezbollah. Le Hezbollah est au gouvernement, le Hezbollah a une armée plus puissante que l'armée libanaise. Le nitrate d'ammonium était stocké au port depuis des années. C'est également au port que le Hezbollah stocke des armes et des munitions reçues de l'Iran. Je ne suis pas un expert et je ne suis pas un enquêteur, mais on ne peut pas s'empêcher de faire une association entre les deux, d'autant que le nitrate d'ammonium, s'il sert à fabriquer des engrais, il sert aussi, et peut-être surtout dans cette région, à fabriquer des explosifs. Cela n'empêche pas naturellement d'avoir de la compassion et de la sympathie pour le peuple libanais. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé dimanche dernier, le 2 août. Je suis retourné à Pianeelu pour la 4e édition de Injiru al-Arburu, une rencontre co-organisée par l'association Terra Eretz et le foyer rural du village. Depuis la première année, en 2017, je n'ai jamais manqué cet événement, malgré la longue et très sinueuse route pour atteindre ce village au perché. Mais je crois que je n'y participerai plus. Le cœur n'y est plus. Cette année, en effet, l'événement a été assombri par un acte ignoble commis la nuit précédente contre ce qu'il est convenu d'appeler l'arbre d'Anne Frank. Un individu a profité de l'obscurité pour découper et enlever l'écorce du marronnier, voulant ainsi le condamner à mort. Contrairement à ce qui a été écrit dans certains articles de presse, l'écorce de l'arbre n'a pas été arrachée. Elle a été minutieusement découpée à l'aide d'un instrument aiguisé et tranchant. Il s'agit donc bel et bien d'un acte prémédité. Il n'est pas le fait d'un abruti de passage, mais de quelqu'un qui savait parfaitement ce qu'il faisait. Quelqu'un qui avait suffisamment de connaissances en arboriculture pour savoir qu'en ôtant l'écorce du tronc, il vouait cet arbre à une mort certaine. Je ne trouve pas de mots assez forts, assez durs, pour stigmatiser et dénoncer l'auteur de cet acte. Et, même si je suis sans illusion, j'espère qu'il sera rapidement arrêté et puni. De cette journée, marquée par l'indignation et la honte pour ce qui venait de se produire, j'ai surtout retenu la brillante conférence de maître Muriel Waknin Melki, l'avocate en charge du dossier de l'affaire Sarah Halimi, cette dame âgée, lâchement torturée et défenestrée à Paris en 2017 par un islamiste. L'avocate nous a conté le véritable marathon judiciaire qu'elle et ses confrères ont dû effectuer pour que ce crime odieux soit enfin qualifié pour ce qu'il était, à savoir un acte antisémite. En effet, la justice considérait que la consommation de cannabis avait altéré le discernement de l'assassin et causé en lui,
je cite, « une bouffée délirante ». Si maître Muriel Ouaknine Melki et son groupe d'avocats n'avaient pas, avec une ténacité exemplaire, mené ce long combat, l'affaire Sarah Halimi aurait pu faire jurisprudence et plus aucun criminel consommateur de cannabis n'aurait pu à l'avenir être condamné, car leurs avocats auraient immanquablement invoqué ce précédent pour affirmer que le discernement de leurs clients avait été altéré, comme l'avait été prétendument celui de Kobili Traoré, le tortionnaire assassin de Sarah Halimi. Je voudrais vous faire écouter la conclusion de maître Ouaknine Melki, conclusion donc tirée de la conférence qu'elle nous a offerte dimanche dernier. Ça décuple ma volonté de ne rien lâcher. Ça décuple ma rage, ça décuple mon envie de faire entendre tout ce qu'on a à dire, mon envie de dire les choses, mon envie de saisir chaque instant, chaque opportunité qui nous est donnée devant toutes les cours, devant toutes les juridictions. Et nous portons la parole en France, nous portons la parole devant la Cour européenne, et nous la porterons partout, partout ailleurs, de ne rien lâcher. Jamais, 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 ne serait-ce que pour ces victimes qui sont enterrées là-bas. Et pour vous prévenir les autres victimes possibles et imaginables si nous ne réagissons pas. Alors Frédéric, l'arbre de ce matin, ce n'est pas une bêtise. Ne vous y trompez pas. C'est une alarme, c'est une alerte sur votre île de beauté, l'île des justes. Le fléau de l'antisémitisme est en train d'arriver. Soyez vigilants, soyez lucides, soyez réactifs, mademoiselle qui prenait des notes là-bas. Faites votre travail de journaliste, parce que c'est par vous que ça passe. Vous êtes jeune, vous êtes engagé, vous êtes là depuis ce matin, et vous avez un devoir, vous aussi. Vous avez un devoir, un vrai devoir, et vous avez une arme entre les mains. Parce que si les médias jouent leur rôle, comme il faut, si vous transcrivez, si vous informez, si vous donnez toutes les informations, les vraies, les bonnes informations, les gens réagiront. Et s'ils réagissent, notre combat aboutira. Et c'est de cela dont nous avons besoin, de réagir, de ne jamais baisser les bras. C'est un combat qui est dur, c'est un combat qui est aride, c'est un combat qui est terrible, mais lorsque nous avons des victoires, croyez-moi, nous les savons et nous en avons. Voilà. Vous avez pu sentir, chers auditeurs, l'émotion qui émanait des propos de l'avocate. Le reste de la journée m'a beaucoup moins marqué, je dois dire. Le passage éclair d'une ancienne vedette de variété française, qui n'a d'ailleurs pas chanté, n'était sans doute pas une initiative du meilleur goût. Invité Antoine Chiosi, chanteur corse connu et reconnu, de surcroît auteur de l'émouvant petit livre bilingue A Stella di Muse Namani, l'étoile de Moshe Namani, une telle invitation eût sans doute été beaucoup plus judicieuse. De même, l'invitation adressée aux représentants de l'État, le sous-préfet de Corte, m'a laissé perplexe. Je préfère me souvenir de la présence lumineuse à ce même événement, 2 années consécutives, du regretté Edmond Simeoni. Malgré la maladie et la fatigue, il avait tenu à être là, et les mots justes qu'il prononça alors, empreints comme toujours de l'humanisme et de la fraternité qui le caractérisaient, résonnent encore en moi. Tout le talent de la remarquable mezzo-soprano russe Katerina Kovanji n'a pas réussi à chasser les idées noires qui ne m'ont pas quitté durant toute cette journée. Pourtant, son interprétation de Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or, était particulièrement réussie et émouvante. Nous allons pouvoir l'écouter tout à l'heure. J'ai donc repris la route de Bastia le soir avant la fin du concert en empruntant la mauvaise route qui traverse les rues de montagne,
séparant Pianelu de la région de Corti. Mes sombres pensées m'accompagnèrent jusqu'à l'arrivée à Bastia. Ce sont elles qui m'ont inspiré cette émission. En souvenir de la première journée, très réussie, celle de 2017, de cet événement, je me suis mis à la recherche d'un article que j'avais écrit à l'époque pour l'édition francophone du Times of Israel. En voici le contenu. Dans les montagnes qui dominent la partie la plus large de la riche terre agricole de la plaine orientale de la Corse, se trouvent quelques petits villages qui forment de véritables nids d'aigles, blottis sur des sommets rocheux et accrochés à des pentes abruptes, séparés par des vallées escarpées qui forment de véritables canyons. Cette micro-région de l'est de l'île, c'est la Serre. De petites routes étroites et sinueuses, parfois en fort mauvais état, permettent d'y accéder lorsque l'on vient de Cervioni, d'Alistre ou d'Alea. On traversera alors avec bonheur des petits villages aux vieilles maisons de pierre où le temps semble s'être arrêté. Moida, Madra et enfin Pianelu. Pianelu est une localité d'apparence rude et austère qui s'étage sur une arête rocheuse à plus de 800 mètres d'altitude. Elle ne compte plus qu'une soixantaine d'habitants, alors qu'il y en avait 10 fois plus avant la Première Guerre mondiale. Son église Sainte-Cécile domine une petite place ombragée, traversée par la départementale 16, d'où l'on découvre, à travers une échancrure de la montagne, un panorama unique embrassant toute la vallée en contrebas et, dans le lointain, la plaine, l'étang de Diane et enfin la surface bleutée de la mer Tyrrhénienne qui se confond avec l'azur du ciel. Face à l'église s'élève le grand bâtiment de l'ancienne école primaire, aujourd'hui transformé en foyer rural. Le territoire de la commune est parsemé de belles châtaigneraies aux arbres multiséculaires. C'est en cet endroit où perché, hors du temps et presque hors du monde, que nous nous sommes rassemblés le 10 août 2017 pour commémorer la mémoire d'une jeune fille de 15 ans, morte 72 ans plus tôt dans un camp de la barbarie nazie, loin, très loin de Pianelu. C'est en effet dans ce village, au milieu des châtaigniers, que fut plantée, en novembre 2010, une bouture du marronnier qui se trouvait à côté de la maison située au bord d'un canal d'Amsterdam, là où vécurent cachés Anne Frank et les siens. Dans un passage de son célèbre journal d'Anne Frank, traduit en plus de 70 langues et dont plus de 25 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde depuis sa publication en 1950, l'adolescente se réjouissait de voir, à travers un interstice, refleurir ce bel arbre. Cet arbre, malade depuis des années, avait fini par être abattu par une tempête en 2010. Fort heureusement, la fondation de la maison Anne Frank avait pris le soin de prélever des boutures, dont un grand nombre fut offert à des associations du monde entier. L'une des bénéficiaires avait été la fondation Umani, l'organisation fondée par Jean-François Bernardini, des célèbres Mouvrini, laquelle fondation soutenait, entre autres projets, la châtaigneraie de Pianelu. C'est ainsi que la bouture d'un marronnier hollandais trouva sa juste place au milieu des châtaigniers corses de Pianelu. C'est un peu de la mémoire d'Anne Frank qui fut aussi transplantée dans cette île, qui avait été proposée à Yad Vashem comme île des justes, en raison de l'attitude exemplaire de sa population vis-à-vis des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, malgré la double occupation italienne et allemande qu'elle subissait alors. En ce 10 août 2017, nous étions environ 200 personnes à avoir convergé à Pianelu, quadruplant ainsi, pour quelques heures, la population du village. Il y avait là des Corses venus des 4 coins de l'île, et parmi eux des catholiques, des juifs ou des agnostiques. Il y avait aussi des Corses et des Juifs venus du continent et même d'Israël. Ce rassemblement, joliment intitulé «
Injiru al-Arbru était l'initiative de l'association Terra Eretz, fondée quelques mois plus tôt par Frédéric Bianchi et un groupe de Corses et d'amis de la Corse, juifs et non-juifs, pour développer les relations entre la Corse et Israël dans tous les domaines. Tous, nous avons été chaleureusement accueillis par Marius Poletti, le maire, et par Jean-Charles Adami, le président du foyer rural à Tedia, et également membre éminent de la confrérie locale. Parmi nous se trouvait le docteur Edmond Simeoni, l'infatigable militant de la cause de la renaissance de la Corse depuis plus d'un demi-siècle, et son épouse, Lucie. Edmond devait d'ailleurs faire 2 interventions improvisées, comme toujours remplies de réflexions humanistes et universelles, et orientées vers la paix et la fraternité. La première de ces interventions lors de la cérémonie d'accueil devant la mairie, la seconde au pied du marronnier, durant la cérémonie de recueillement en mémoire d'Anne Frank l'après-midi. Vers la fin de la rencontre, nous nous sommes retrouvés à l'intérieur de l'église pour écouter des chants polyphoniques en latin, magnifiquement interprétés par la confrérie. La journée s'acheva comme elle avait commencé devant la mairie. Nous avons alors eu l'occasion d'entendre Jean-Marc Mimouni interpréter « Elle s'appelait Hannah », rejoint par Frédéric Bianchi pour le refrain, traduit en langue corse. Enfin, ce fut la chaude voix d'Aurélie Agostini, dans son interprétation d'une très belle berceuse hébraïque. L'émotion fut portée à son comble lorsque celle qui fut choriste de Jodassin, de Claude François, de Mort Schumann et de Charles Aznavour, entonna le Hatikva, repris en chœur par l'Assemblée qui s'était spontanément levée. Je précise qu'il s'agit de l'hymne israélien. Ces moments forts vécus à Pianello ont fait affluer en moi d'autres souvenirs, en particulier ceux de mes efforts pour faire lire le journal d'Anne Frank aux jeunes Africains, lorsque je démobilisais des enfants soldats au Congo-Zaïre ou en Ouganda. J'avais en effet ramené des exemplaires francophones et anglophones du livre acheté durant ma visite à la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Je fus alors heureux de m'apercevoir que les mots écrits par une jeune juive allemande des années 40 parvenaient à toucher le cœur de jeunes Africains du début du XXIe siècle, eux aussi victimes de la guerre et de la barbarie. Cette journée passée à Pianello restera pour tous les participants inoubliable. Ce fut l'occasion de découvrir un beau village perché dans la montagne, au cœur de la Corse profonde, au cœur de la vraie Corse. Ce fut surtout un moyen de perpétuer la mémoire d'Anne Frank et de continuer à tisser des liens d'amitié et de solidarité entre le peuple juif et le peuple corse, liens qui n'ont cessé de se renforcer au cours des siècles, en particulier lors des épreuves partagées. La Corse fut en effet de tout temps une terre d'asile pour les juifs persécutés, que ce soit ceux du ghetto de Padoue qui y émigrèrent en 1684, ceux qui furent invités à s'installer en Corse indépendante par son chef Pasquale Paoli au XVIIIe siècle, ceux qui avaient fui les persécutions ottomanes en Terre Sainte et qui débarquèrent à Ajaccio un jour de 1915, durant la Première Guerre mondiale, ou encore ceux de la communauté juive menacée par les lois raciales de Vichy et par la présence de l'occupant nazi. Merci à la municipalité de Pianello et au foyer rural à Tedia pour leur accueil et bravo à Terra Eretz pour cette belle initiative. J'espère que l'on se retrouvera l'an prochain à Jérusalem et à Pianello. Ici s'achève l'article que j'avais écrit en 2017 pour le Times of Israel. Aujourd'hui, encore choqué et meurtri, comme tous les participants, par ce qui s'est produit à Pianello durant la nuit qui précédait notre rencontre annuelle, je ne pourrais certainement plus écrire un tel article. J'ai perdu l'enthousiasme qui m'animait voici 4 ans. L'imbécile qui a accompli ce forfait a réussi à salir l'honneur et la réputation de la Corse, pourtant si fière de sa réputation méritée d'île des justes.
La nouvelle de cet acte ignoble a déjà fait le tour du monde par le biais de dépêches d'agences de presse plus ou moins bien informées. Le mal est fait. La lutte contre le poison du racisme et de l'antisémitisme est une cause qui devrait rassembler et non diviser. Cette lutte n'appartient pas à une communauté ou à une religion particulière. Tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté peuvent et doivent y prendre part. Ce combat doit rassembler bien au-delà des opinions politiques des uns et des autres. Pour ma part, je continuerai à dénoncer ce poison, quelle que soit la forme qu'il prendra et quel que soit le lieu où il se manifestera. Ce poison a hélas atteint le petit village de Pianello avec un acte odieux envers un arbre planté là pour perpétuer le souvenir d'une jeune fille et à travers elle le souvenir de toutes les victimes de l'horreur nazie. Le récent bannissement définitif des réseaux sociaux d'un misérable pitre qui ne fait pas rire ou d'un odieux polémiste dont je me refuse à prononcer les noms, hélas trop connus, est un pas qui va dans la bonne direction et je m'en réjouis. Mais il faut rester vigilant, le poison existe encore, comme nous en avons été témoins à Pianello. Et je sais qu'il ne tardera pas à se manifester à nouveau sous une autre forme et en un autre lieu. L'an prochain, le 2 août, je n'irai pas à Pianello. Peut-être irai-je un autre jour pour une méditation solitaire sur la bêtise humaine devant l'arbre d'Anne Frank, si toutefois ce malheureux marronnier survit jusque-là. Voici maintenant une interprétation de Yerushalayim par la mezzo-soprano, dont j'ai donné le nom tout à l'heure, la mezzo-soprano Katerina Kovanji, une mezzo-soprano russe tout à fait talentueuse.
Thank you.